Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La venue à l'édition. 1972 à 1974. Chapitre 1. Les femmes, un peuple sans écriture. Lors de la conférence de presse qui inaugure la sortie des 3 premiers livres des éditions des femmes, elles sont présentées comme une réflexion sur le rapport des femmes, peuple sans écriture, à l'écrit, au texte, à l'inscription dans l'histoire qui les censure, dont elles sont absentes. Il est fait référence au passé, à une continuité d'exclusion du monde de l'écrit qui serait enfin brisée par l'expérience nouvelle de cette maison d'édition. Ce discours révèle un malaise, un sentiment d'inégalité face au monde littéraire et force à s'interroger sur la place des femmes dans la sphère culturelle, et plus particulièrement littéraire, au tournant des années 1970. En effet, si la création d'une maison d'édition comme les éditions des femmes peut être le résultat d'un simple coup de tête, l'entreprise d'un petit groupe, il ne faut pas oublier que toute personne a une histoire, porte en elle des valeurs et des croyances qui la poussent à agir et que toute action s'inscrit dans un contexte historique précis. Faire la généalogie de la maison d'édition peut aider à comprendre comment un tel projet a pu naître. C'est d'autant plus pertinent pour les éditions des femmes qu'elles sont sans précédent. Pourquoi et comment le désir de faire une maison d'édition par des femmes et pour des femmes a-t-il surgi ? Telle est la question que pose cette première partie. Mais avant de s'intéresser aux actrices et à leur motivation, à la jeunesse proprement dite, il semble important de comprendre les conditions mêmes de cette genèse, c'est-à-dire le contexte social et culturel du début des années 1970. La seconde moitié du XXe siècle a en effet été un moment décisif pour l'histoire des femmes, un moment où tant les conditions que les représentations évoluent. Mais ces changements ne sont pas sans paradoxe, les avancées sans résistance. Le monde de la création littéraire et artistique est à ce sujet très caractéristique. Il est à la fois à la pointe du progrès et un bastion de résistance bien difficile à prendre. L'égalité proclamée reste un leurre, dans la mesure où les femmes continuent à être dévalorisées, en tant que telles, malgré leurs compétences et leurs talents, déclare Marcel Marini. Il existe donc bien un décalage, au début des années 1970, entre un phénomène progressif d'intégration des femmes dans la vie publique et la permanence de leur exclusion des sphères de la création culturelle. Le monde de l'édition semble sur ce point particulièrement caractéristique. Comment sortir de l'alternative qui existe entre une littérature dite féminine et dévalorisée et une littérature noble, essentiellement dominée par les hommes ? Et pourtant les éditions des femmes sont-elles réellement sans précédent ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut s'intéresser tant aux pratiques culturelles des femmes qu'à leur place dans la création littéraire. 1. Les pratiques culturelles des Françaises au tournant des années 1970, avancée et résistance. Culture de masse et public féminin. L'étude des pratiques culturelles des femmes permet d'aborder un certain nombre de problèmes historiographiques. Tout d'abord, cela pose des questions d'ordre quantitatif. Quelle quantité de biens culturels les femmes consomment-elles ? Et qu'est-ce que cela représente en comparaison avec la consommation de biens culturels des hommes ? D'autre part, cela pose aussi des questions d'ordre qualitatif. Quelle est la nature des pratiques culturelles des femmes ? Quels en sont les lieux et en quoi celles-ci diffèrent-elles de celles des hommes ? Bien sûr, ces questions doivent souvent être associées à des considérations de classe. Il est évident que les femmes des milieux favorisés ont des pratiques culturelles très éloignées de celles des milieux défavorisés, et proches de celles des hommes du même milieu. Et les réponses apportées ici ne sont que partielles. Le sujet des pratiques culturelles des femmes mériterait une étude à lui tout seul. La seconde moitié du XXe siècle est marquée en France par une expansion démographique importante, le baby-boom, et par une expansion économique remarquable, le tout formant ce que Jean Fourastier a nommé les 30 Glorieuses. Ces évolutions dans le domaine économique et démographique s'accompagnent d'évolutions dans le domaine culturel. Ainsi, la consommation des biens culturels quintuple entre 1949 et 1974. Cela est dû, tout d'abord, à l'augmentation générale du pouvoir d'achat des ménages, à la bonne santé économique, mais aussi au développement d'une société des loisirs. Henri Mandra pose cela comme une part de la seconde révolution française. On passe d'un système culturel naguère polarisé entre culture bourgeoise et culture populaire antagonistes, et chacune totalitaire,
doublé par une multiplicité de cultures paysannes relativement autonomes, à un système uni. Sur ce fond unique se développent d'innombrables cultures particulières et particularisées. Cette évolution peut s'expliquer par le développement rapide de la culture de masse après 1945. Celle-ci trouve en France ses origines dans le second XIXe siècle, mais elle prend une telle ampleur après la Seconde Guerre mondiale, qu'on parle de culture médiatique. Les médias, et souvent les médias dominants, exerçant un rayonnement tel que la culture, dès lors, se confond largement avec son vecteur. Cette circulation massive de la culture se traduit par une certaine uniformisation, qui s'observe sur le plan mondial et qui est influencée par la culture américaine. La culture jeune qui se développe dans les années 60 en est un exemple. La génération du baby-boom, et l'argent de poche dont elle bénéficie, fait des adolescents une cible pour le marché des biens culturels. Le transistor et le rituel de l'émission Salut les copains rapprochent les jeunes entre eux. Pourtant, si les pratiques culturelles s'égalisent, le magazine Salut les copains est doublé de Mademoiselle Âge tendre, ce qui peut être le signe de l'existence d'une culture féminine de masse spécifique. La lecture est un exemple de pratique culturelle qui a été étudiée au regard de la problématique de la différence des sexes, que ce soit pour l'histoire contemporaine ou pour l'histoire moderne. Daniel Fabre consacre un article à la lecture au féminin, dans Clio, Histoire Femmes-Société, qui montre en quoi s'interroger sur les lectures des femmes, leur contrôle, leurs modalités et leur contenu a sans aucun doute contribué à enrichir de façon significative ce domaine de l'histoire culturelle. Elle a fait surgir des questions propres à l'alphabétisation des femmes, le contrôle notamment religieux ou moral des lectures sous l'Ancien Régime, mais aussi à partir de l'alphabétisation généralisée des femmes dans la seconde moitié du XIXe siècle, la production d'une littérature dite féminine de masse. Ce sont des œuvres de femmes et pour les femmes à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle, textes édifiants pour l'éducation, traités d'hygiène féminine et puérile et enfin, romans centrés sur les femmes ont en effet formé une ère dominée et méprisée de l'activité littéraire. De même, Anne Sauvy insiste aussi sur cette littérature conçue par des femmes en vue d'un public féminin, littérature d'aventure, livres pour enfants, livres concernant la vie quotidienne ou encore les romans à grand tirage publiés en feuilleton. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement d'une littérature dite féminine se poursuit. Les femmes sont incontestablement les bénéficiaires et les actrices de ce mouvement de transformation en profondeur de la société française du second XXe siècle. Cependant, il est délicat de parler des femmes en tant que groupe social et les avancées juridiques ou sociales n'ont pas les mêmes effets selon les différentes classes de la population, sans parler des différences de génération au moment où les années 60 connaissent un coup de jeune. Cela ne doit pas pour autant empêcher de dresser à grands traits les impulsions qui ont lieu en à peine 25 ans, et qui se caractérisent par 3 faits majeurs. L'accès à la citoyenneté tout d'abord et la reconnaissance de la participation des femmes à la démocratie. Les modifications de la législation privée sur la famille et la maternité, qui distinguent à ce moment-là la femme de la mère ensuite. Et enfin, l'entrée sur le marché du travail qui permet aux femmes d'accéder à l'indépendance économique. Il faut ajouter à cela l'arrivée massive des filles dans l'enseignement supérieur. En 1971, le seuil des 50% d'inscrites à l'université est franchi. Ces 3 avancées, qui voient leur apogée dans les années 1960, donnent aux femmes une certaine émancipation, même si celle-ci reste relative. Si bien que les productions culturelles tentent de s'adapter à un public changeant. L'exemple le plus flagrant est sans doute à chercher dans la presse féminine, qui avait déjà été étudiée par Evelyne Sulro dans les années 1960. Celle-ci apparaît en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, devient une presse à gros tirage à la fin du XIXe siècle, continue à se développer dans l'entre-deux-guerres, mais son âge d'or se situe dans les années 1960 où 6 magazines féminins tirent à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui fait du secteur de la presse féminine le plus important de la presse périodique. Ce phénomène est si important que dans un pays qui compte 17,7 millions de femmes de plus de 15 ans, on peut dire que quasiment aucune femme n'échappe à nos deux, Mode et Travaux, Marie-Claire L, Bonne Soirée, Intimité, Marie-France, Mode de Paris pour vous madame. Un accès encore limité à la culture savante ? Pourtant, comme le souligne Christine Bard, les bénéfices financiers que rapporte cette presse contrastent avec la dévaluation dont elle est l'objet.
c'est une presse qui emploie peu de diplômés en journalisme, dont les rédactrices au statut incertain ne se sentent pas vraiment journalistes. L'exemple des journaux féminins a l'avantage de montrer l'ambiguïté de l'image des femmes dans la culture de masse. Ceux-ci accompagnent les mutations qui touchent les femmes en s'adaptant à leur public, et pourtant ils sont conservateurs par bien des aspects. On y trouve la dualité des productions culturelles qui chaque fois alimentent des grands espoirs de changement, mais pour finalement donner des réponses en parfaite conformité avec le respect de l'ordre établi. Evelyne Sulro les accusait d'uniformité dans la niaiserie et dans la médiocrité. D'autre part, malgré l'accès à la culture de masse, en ce qui concerne la lecture notamment, les pratiques s'égalisent entre les sexes mais les hommes lisent toujours plus que les femmes. En 1973, 68% des femmes interrogées avaient lu au moins un livre durant les 12 derniers mois contre 72% des hommes, et 28% en avaient lu plus de 25 contre 34% des hommes. L'écart se creuse parmi les gros lecteurs. Ce n'est qu'au cours des décennies 1970 et 1980 que les chiffres vont se retourner en faveur des femmes qui deviennent des plus grandes lectrices que les hommes. Cette observation reste très délicate du fait des différences réelles qui existent entre les classes sociales. Toutefois, la représentation qui domine est bel et bien celle des femmes consommatrices d'une littérature futile, de sentiments et peu intellectuelle, une représentation qui est présente dans les débats au début des années 1970. La question de l'accès des femmes à la culture savante est posée aux États généraux de la femme organisés par le magazine Elle. En effet, ces derniers comportent une commission vie culturelle qui prend un certain nombre de résolutions pour permettre aux femmes d'avoir davantage accès à la culture. Cette charte est issue de débats qui ont vu la participation d'hommes et de femmes politiques, ainsi que des acteurs de la vie culturelle. Ils permettent de mettre en lumière un certain nombre de représentations de l'époque. L'idée qui sert de point de départ est que les femmes ont encore trop peu accès à la culture savante. Alors que notre monde peut s'enorgueillir de tant de richesses culturelles, alors que les sciences et les techniques se développent de façon prodigieuse, alors que tant de découvertes extraordinaires peuvent être mises au service de l'humanité, il existe encore une inégalité réelle devant la culture, au détriment des femmes, déclare Marie-Thérèse Gutmann, sénateur communiste, durant les débats. Les raisons en sont cherchées. Travailleuses ou non, les femmes se heurtent à d'énormes difficultés, à des préjugés aussi, qui les retiennent de s'ouvrir pleinement à la vie culturelle. Il faut donc la leur rendre plus accessible, notamment en faisant que les œuvres d'art soient, non seulement exposées dans les bâtiments officiels, mais aussi diffusées dans les usines. Dans les débats, certains soulignent la nécessité de rendre la culture égale pour tous, tel Jean-François Kahn qui déclare qu'« il n'y a pas de 9e symphonie de Beethoven pour les hommes et une pour les femmes. La culture savante permettrait donc une égalité totale entre les sexes, contrairement à la culture de masse qui s'adresse aux différentes catégories de manière variée. Pourtant, d'autres mettent en avant le manque de volonté des femmes face à la culture savante, telle Agnès Varda qui déclare que la culture, pour une femme, c'est la lutte contre la flemme de l'esprit. Beaucoup préfèrent laver et repasser pendant 3 heures que de lire un livre difficile pendant 1 heure. Ces débats aux États généraux de Elle mettent en lumière les avancées et les résistances en ce qui concerne l'accès des femmes à la culture. Elles bénéficient de la démocratisation de la culture tout en se heurtant à un certain nombre de préjugés, notamment celui, tenace, de l'existence de pratiques culturelles féminines de qualité médiocre. Et pourtant, il existe une prise de conscience de l'inégal accès à la culture entre les sexes, une inégalité qui est encore plus criante dans le domaine de la création. 2. Quelle place pour les femmes créatrices ? L'exclusion de la production intellectuelle. Des études se sont aussi intéressées à la place des femmes dans la production de biens culturels, et notamment dans la production savante. Les questions soulevées concernent l'exclusion de celle-ci des sphères de la création et de la pensée. Certaines recherches sont centrées sur les intellectuels et tentent de renouveler les études qui sont principalement consacrées aux hommes. Remettre en question la masculinité supposée de l'intellectuel interroge non seulement les procédés d'occultation des femmes dans l'histoire et dans la culture, mais pointe aussi le rapport ambigu de la sphère intellectuelle au pouvoir. En effet, cela pose la question de la participation des femmes à la sphère politique et à la sphère publique, du partage traditionnel sphère publique masculine-sphère domestique féminine.
Cette exclusion des femmes a bien sûr évolué au cours des siècles et s'est réduite au XXe siècle, mais cela ne remet pas en cause le faible nombre de femmes intellectuelles reconnues. Ainsi, l'étude des pétitions des intellectuels dans les journaux, moyen d'expression politique privilégié depuis l'affaire Dreyfus, ne dégage qu'une faible part de femmes. Sur la période de la République gaullienne, 1958 à 1969, les femmes ne représentent que 11,1% des signataires, une portion congrue qui exprime le décalage réel entre les sexes en matière d'influence et d'engagement. Les femmes de lettres sont rarement reconnues comme des intellectuelles en tant que telles, elles n'ont pas l'aura médiatique de leurs confrères masculins. Si bien que pour Jean-François Sirinelli, au seuil des années 1970, il n'est pas sûr que le manifeste des 343, même par ses noms connus, ait été considéré comme un texte d'intellectuel. C'est pour cela que les études récentes mettent en lumière les liens entre sphère intellectuelle et féminisme, en raison même de ce lien essentiel avec les rouages du pouvoir, les féministes tentant de reconquérir le champ politique, il s'agit alors de restituer la dimension culturelle et intellectuelle du féminisme. L'étude des éditions des femmes peut s'inscrire à juste titre dans ce faisceau de problématiques. En effet, elles sont une tentative de reconquête à la fois de la sphère politique et de la sphère culturelle par les femmes. D'autre part, elles prônent l'existence d'une autre culture féminine enrichie par le militantisme. Enfin, leurs actrices et particulièrement Antoinette Fouque, qui est à l'origine de cette initiative, rentrent dans le champ de l'étude des intellectuels. Si la culture de masse des journaux féminins et des romans d'amour est considérée comme une sous-culture, qu'en est-il de la participation des femmes à la culture des belles lettres au début des années 1970 ? Une étude sur la production littéraire de 1950 à 1955 montre que 75% des auteurs sont masculins contre 25% d'auteurs féminins. La répartition est largement disproportionnée et selon Marcel Marini, cette répartition reste pratiquement inchangée jusqu'à nos jours. Le faible nombre de femmes auteurs est combiné à la faible reconnaissance de celles-ci, notamment dans les institutions que sont les prix littéraires. Peu de femmes les remportent ou même font partie des jurys. Sur une période qui va de 1956 à 1996, seulement 7 femmes remportent le prix Médicis, 4 le prix Goncourt, 5 le prix Renaudot et 14 le prix Femina. Et il faut ajouter que pour la période 1950 à 1955, seulement 8% de femmes sont dans le who's-who des lettres. Ce qui fait dire à Marcel Marini que les hommes de lettres ont 3 statuts. Les génies, les écrivains de talent et les ratés, les femmes n'en ont que 2, l'exception du génie ou le rien de la masse indistincte. En effet, de grandes femmes écrivains ont une place sur la scène littéraire dans la seconde moitié du XXe siècle, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras sont de grands noms parmi d'autres. D'autre part, dans les années 1950 et 1960, des voix de femmes commencent à s'élever dans une littérature plus subversive qui aborde le thème tabou du plaisir féminin, telle Françoise Sagan ou Monique Wittig dans un tout autre registre. Mais elles restent des exceptions dans un monde masculin. Ce phénomène reste difficile à expliquer parce qu'il allie les situations personnelles au contexte social et culturel. Est-ce dû au manque d'émancipation des femmes ou à la domination de standards culturels masculins déguisés sous le couvert de l'universalisme du génie ? Dans ces 2 cas, le milieu éditorial joue un rôle important puisqu'il est le lieu où se décide qui aura la chance d'être édité et donc d'accéder à un lectorat. C'est pourquoi il est essentiel de se demander quelle est la place des femmes dans le monde de l'édition, au début des années 1970. Femmes, littérature et édition. Existe-t-il un précédent aux éditions des femmes ? Il n'existe pas, à ma connaissance, d'études statistiques ou de bilan sur la place des femmes dans le milieu éditorial pour l'époque qui nous intéresse. Il est donc impossible de se rendre compte de la part des femmes dans les métiers de l'édition, et tout particulièrement au poste décisionnel, de l'existence ou non d'un plafond de verre. Anne Sauvy présente quelques femmes éditeurs au débat du XXe siècle. Animatrice de librairie et passionnée de littérature qui édite des livres d'hommes qui leur tiennent à cœur mais sans pour autant participer aux maisons d'édition importantes. Il faut donc sans doute attendre les années 1960, et la collection Femmes, de Colette Audrich et de Noël, pour voir se développer le rôle des femmes dans le milieu éditorial et percevoir un changement dans la conception du public féminin,
changement qui est à la mesure des évolutions en matière sociale et culturelle qui touchent les femmes avant même la naissance du mouvement de libération des femmes. Colette Audry est un exemple d'intellectuelle engagée, qui est largement méconnue malgré l'influence qu'elle a pu avoir dans le milieu culturel des années 1950 à 1960. Militante socialiste dès les années 1930, présente dans de nombreux collectifs intellectuels, féministes, romancière et essayiste, entre ses multiples ambitions intellectuelles, elle se heurte comme beaucoup de femmes à l'inégalité entre les sexes. Elle est la première femme à obtenir le prix Médicis en 1962. Elle fait partie des exceptions qui confirment la règle de la non-reconnaissance institutionnelle des femmes dans la sphère littéraire. Grâce à l'aura qu'elle gagne dans le monde de l'édition, une collection lui est confiée en 1964 chez De Noël, qui, dénommée « Femmes », s'intéresse aux livres qui traitent des conditions de la femme. Les livres publiés correspondent à 3 démarches, les témoignages, les essais théoriques et l'observation du monde contemporain. Il s'agit de renverser les préjugés qui tiennent trop souvent lieu d'information, et permettre aux femmes de montrer leur présence. La démarche suit une double direction. Donner une certaine visibilité aux femmes, mais aussi fournir un lieu ou une réflexion sérieuse sur la place des femmes dans la société. À titre d'exemple, la collection Femmes publie les ouvrages d'Evelyne Sulro sur la vie des femmes ou le travail féminin. La collection Femmes est-elle alors un précédent aux éditions des femmes ? Elle obéit en effet à cette même volonté de remédier à l'inégalité criante entre les hommes et les femmes en matière de publication, et à la volonté de donner un écho à un autre discours sur les femmes. Elle est l'œuvre d'une intellectuelle engagée, féministe qui a pour but d'œuvrer pour les femmes. En ce sens, elle est un préalable remarquable. La distance qui les sépare est une question de degré dans l'engagement politique. Les éditions des femmes s'inscrivent dans le refus même des éditions masculines et parlent de lutte et non pas de promotion. Leur fonctionnement non mixte est le symbole de ce refus de l'édition traditionnelle. En un mot, elles poussent leur engagement pour les femmes jusqu'à un paroxysme. Et cela, parce qu'entre Colette Audry et Antoinette Fouque, il y a une différence de génération. La première fait partie de la vieille garde féministe, des années Beauvoir. Elle a 62 ans en 1968. La seconde forge son engagement politique au sein du mouvement de libération des femmes. Chapitre 2. Le mouvement de libération des femmes, une matrice féconde. Le contexte immédiat de la création des éditions des femmes est le mouvement de libération des femmes, MLF, qui émerge sur la scène politique et médiatique française en 1970. Ce mouvement politique se caractérise par une forte dimension culturelle, qui met l'accent sur la volonté de voir le monde autrement. Pour Antoinette Fouque, le mouvement de libération des femmes est un mouvement qui s'attaque à l'omnipotence d'une culture phallocentrée, c'est-à-dire qu'il fallait déconstruire. La déconstruction est associée à la reconstruction, et les éditions des femmes font partie de cet élan novateur. Au cœur des années 1970, les femmes initiées comme les hommes aux pratiques et aux théories esthétiques veulent s'affirmer actrices sujets à part entière dans l'élaboration de la culture commune, et cela sans avoir à renier leur appartenance sexuée. Il s'agit de comprendre ici en quoi le MLF constitue une rupture qualitative, et un contexte favorable à la naissance d'une contre-culture fondée sur l'identité féminine. Après une attention donnée à la naissance de ce mouvement de contestation, nous nous attacherons plus particulièrement au groupe Psychanalyse et Politique à l'intérieur duquel naît le projet d'une maison d'édition pour les femmes. 1. L'essor du mouvement de libération sur la scène politique. De mai 1968 au MLF, les femmes prennent la parole. Tout le monde, historien comme acteur, s'accorde à faire commencer l'histoire du mouvement de libération des femmes en 1968. Il naît dans le sillage de la révolte de mai, et pourtant il s'inscrit contre lui. En effet, le MLF hérite à la fois de la contre-culture, du refus de toute autorité, de toute hiérarchie, de l'idée que la politique appartient à tous, tout en la repoussant du fait de la place minime qu'il a laissée aux femmes. Au-delà de cette influence, les actrices qui, en commençant à dénoncer le machisme à l'œuvre dans le militantisme gauchiste, sont à l'origine de la naissance du MLF, ont elles-mêmes participé à la révolte de mai, elles font partie de la génération 1968.
Cela veut dire, d'une part, qu'elles sont pour la plupart de la génération du baby-boom, et d'autre part qu'elles se sont formées politiquement au cœur des événements, pendant lesquels elles ont acquis une identité politique. Cette affirmation n'est vérifiable par aucune statistique, aucune enquête systématique. Mais c'est cette même vague de jeunesse qui emporte les femmes en révolte que celle qui avait fait descendre les étudiants dans la rue, si bien que lors d'une des premières manifestations en octobre 1970 devant la prison de La Roquette, elles sont décrites de manière exagérée comme âgées de 14 à 17 ans environ. Le mouvement de libération est donc au départ constitué de militantes issues de la mouvance de mai 1968 qui s'organisent entre elles, puisque ce sont celles qui ont été directement confrontées à l'inégalité des traitements des organisations politiques. Elles correspondent à la définition de jeunes étudiantes nécessairement engagées. Elles ont vécu les événements de mai au second plan, car si le principe d'égalité a parfois été avancé pendant la grève générale et mis en œuvre dans la rue, la question des différences de genre et des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes a rarement été posée en mai-juin 1968. Elles se plaignent d'être celle qui fait la cuisine pendant qu'ils parlent de révolution, ou qui prend des notes pendant qu'ils ont le micro. À ce moment-là, d'autres mouvements de femmes existent ailleurs, et notamment aux États-Unis et en Allemagne. Ils ont incontestablement eu une influence sur les Françaises. Ainsi, les premiers textes publiés en 1970 et qui marquent la naissance du MLF font référence au Women's Lib américain. Quelques groupes qui travaillent sur la question des femmes s'organisent dès 1968, mais c'est en 1970 que ceux-ci entrent sur la scène politique et médiatique. En avril, un grand rassemblement est organisé à l'université de Vincennes et sous la pression de quelques hommes qui refusent l'existence d'un mouvement propre aux femmes, elles décident d'établir la non-mixité comme principe. En mai, l'Idiot International publie un texte collectif intitulé « Combat pour la libération de la femme » qui souligne la nécessité d'une lutte spécifique des femmes. Nous sommes la classe la plus anciennement opprimée. En tant que telle, nous voulons commencer la lutte contre le pouvoir qui maintient son oppression, et qui vise le chauvinisme mâle. Il est fini le temps où nous demandions aux hommes, fût-ce des militants révolutionnaires, la permission de nous révolter. En août, une manifestation devant l'Arc de Triomphe réunit quelques femmes qui déposent une gerbe à la femme du soldat inconnu et qui mettent en avant des slogans provocateurs. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, ou encore, un homme sur deux est une femme, au moment même où le mouvement de libération américain a lancé un mot d'ordre de grève des femmes. En novembre, un groupe de femmes interrompt les États généraux de la femme, organisés par le magazine féminin Elle. Elles distribuent des contre-questionnaires, répondant à celui distribué pour la fabrication d'une vaste étude par le magazine, et elles prennent la parole au cours des débats. Le mouvement qui est en train de naître sur la scène politique en 1970 proclame donc l'existence d'un sujet femme, et certaines décrètent que l'ennemi principal n'est plus la bourgeoisie mais le patriarcat. Les deux aspects qui avaient caractérisé les jeunes de 68 sont présents. Un Janus idéologique qui place la contestation à mi-chemin entre marxisme et élan libertaire. Ce sont les médias qui vont baptiser cette effervescence mouvement de libération des femmes, qui naît ainsi en même temps sur la scène médiatique. À ce moment-là, il n'est composé que des cercles restreints des intellectuelles parisiennes, de femmes universitaires dont la préoccupation essentielle concernait la place du problème féminin par rapport au mouvement ouvrier et étudiant. Le mouvement de libération des femmes naît de la volonté des femmes de faire de la politique autrement. Parallèlement aux premières actions médiatiques, des réunions non mixtes se tiennent régulièrement aux Beaux-Arts. Elles ont pour but de donner la parole sans crainte à toutes celles qui la désirent, et sans devoir la disputer aux hommes. Il est important de se retrouver entre femmes pour enfin se connaître, se découvrir et se sentir en confiance. On y discute des actions à mener dans des débats chaotiques, non organisés, sans ordre du jour. Il n'y a pas de hiérarchie ni d'organisation, chacune peut y venir et dire ce qu'elle a à dire, à condition qu'elle trouve le lieu et qu'elle y soit le bon jour à la bonne heure. C'est un mouvement inclassable et insaisissable qui veut rompre complètement avec le modèle militant. Il n'y a ni sympathisants ni adhérents et l'on n'entend pas recruter. On tient à mettre en pratique l'autonomie des individus. Une autre manière de changer le rapport à la politique est de refuser la séparation entre le personnel et le politique.
Les militantes veulent dénoncer le fait que les femmes sont généralement ramenées à la sphère privée et exclues de la vie politique. Il faut désormais admettre que tout est politique, de la répartition des tâches ménagères à la sexualité. Cela se traduit par une valorisation de l'expérience vécue qui est partagée avec les sœurs, lors des réunions ou dans des groupes plus restreints. En cela, elle s'érige contre un principe de base du militantisme, ne pas mélanger la vie privée à l'action politique. Il est particulièrement important de dire « je » pour atteindre la libération qui passe aussi par la conscience d'une identité propre. En ce qui concerne la communication de ses positions à l'extérieur, le mouvement de libération des femmes choisit la provocation comme moyen d'attirer l'attention et de bousculer les idées reçues. Leurs actions sont de l'ordre du symbolique et se situent entre spontanéité et stratégie. D'une action à l'autre, on retrouve une méthode MLF. Mais celle-ci est autant le fruit d'une volonté consciente que de la spontanéité. Cela se traduit par un langage cru, direct, parfois grossier, des slogans accrocheurs et très souvent drôles. Le questionnaire pastiche distribué aux états généraux du magazine Elle en est un bon exemple. On y trouve des questions telles : quand un homme parle à une femme, doit-il s'adresser à ses seins et à ses jambes, à son cul et à ses seins, à son cul seulement ? Ou encore, une féministe est-elle schizophrène, hystérique, paranoïaque, homosexuelle ou simplement méchante ? Ainsi, les slogans sont nombreux, cinglants et rappellent ceux de mai 68. Des chansons sont écrites, des symboles politiques inventés. Ce processus est décrit dans le torchon brûle numéro 3. Un texte propose de remplacer le poing levé, symbole viril par excellence, par un nouveau geste, les deux mains jointes en triangle, symbole du sexe féminin. Ainsi, les premières manifestations sont hautes en couleurs, les slogans inventifs côtoient les ballons, les banderoles colorées. Lors de la marche des femmes de novembre 1971, des manifestantes s'engouffrent dans une église où un mariage est en train d'être célébré pour crier « Libérez la mariée ». Les femmes du mouvement de libération jouent des stigmates pour les retourner grâce à une bonne dose d'humour et de provocation, et refusent toute idée de politesse ou de bonne conduite. Ces transgressions peuvent être perçues comme des violences par les journalistes qui relatent leurs actions. Quoi qu'il en soit, ce sont des actions qui tranchent avec le militantisme traditionnellement plus austère et visent la même efficacité. Les premiers combats. Les premières années du mouvement de libération se caractérisent donc par des actions publiques qui vont dans plusieurs directions. Elles visent d'une part à questionner les représentations traditionnelles des femmes, en organisant un pique-nique en mémoire des femmes qui ont combattu dans la Commune de Paris lors de son centenaire, ou encore en défilant le jour de la fête des mères parce qu'elles en ont assez d'être fêtées une journée, exploitées toute l'année. Mais, le mouvement de libération des femmes entreprend aussi des combats qui sont plus directement réformateurs. La maîtrise de leur propre corps ainsi que de leur sexualité par les femmes sont ainsi défendues à travers la lutte en faveur de l'avortement. Cela prend la forme de deux actions spectaculaires, la signature d'un manifeste de 343 femmes déclarant avoir avorté, dans le Nouvel Observateur en avril 1971, et le soutien d'une jeune femme jugée pour avoir avorté à Bobigny. Le premier est le déclencheur d'une diffusion des idées du mouvement dans l'opinion. Il s'agit d'un procédé classique de l'engagement politique des intellectuels, le soutien d'une cause par des signatures prestigieuses. Parmi les femmes qui déclarent avoir avorté, on trouve des femmes célèbres aux côtés des anonymes. Le but est de transgresser la règle du non-dit en la matière, et de mettre l'accent sur la situation tragique dans laquelle se trouvent les femmes qui veulent avorter, s'exposant à des conditions dangereuses d'opération du fait de la clandestinité. Cette action médiatique qui était loin de faire l'unanimité, notamment du fait de l'appel aux vedettes, s'est révélée avoir un écho important et être un point de départ efficace pour la lutte en faveur de l'abrogation de la loi de 1920, le droit à l'avortement libre et gratuit et son remboursement par la sécurité sociale. Sortant de la sphère privée individuelle où il se trouvait refoulé par nécessité sociale et juridique, l'avortement explosait, dès lors qu'il était publiquement revendiqué dans le champ social et politique. Une telle action a marqué les esprits, et cela notamment parce qu'elle était novatrice dans sa forme. C'est la première fois que les femmes font leur ce mode d'expression politique. Ce manifeste est le premier du sexe féminin à obtenir un réel écho dans le pays. Jusqu'à cette date,
les signatures féminines étaient réduites au rang d'utilité. Le prolongement de ce combat se fait autour du procès de Bobigny, qui juge une jeune fille violée et qui a avorté. Celle-ci est défendue par Gisèle Halimi, qui en profite pour faire le procès de la loi de 1920 en tant que telle. Avec ces deux actions, le MLF prend place sur la scène politique et propose des réformes pour améliorer la condition des femmes. Les journées de dénonciation des crimes faits aux femmes à la Mutualité les 13 et 14 mai 1972 restent de même, dans la dénonciation sous forme de manifeste, c'est-à-dire d'altercation de l'opinion publique au sujet de la condition encore précaire des femmes. La scène politique est investie en même temps que la scène culturelle, qui voit la naissance d'actions en faveur du développement de la créativité des femmes dans la musique ou encore le cinéma. L'initiative du journal du MLF, Le Torchon Brûle, est un exemple de cet élan de créativité au sein du mouvement. Le Torchon Brûle, un journal entièrement rédigé et fabriqué collectivement par les femmes du MLF, voit le jour en mai 1971. Il est un modèle de réussite pour les entreprises futures et il pose les bases d'une production conjointe et créative. C'est un journal qui se veut celui des femmes du mouvement de libération, afin de se donner un moyen d'expression qui ne soit pas la presse traditionnelle. Ainsi, il est à la fois une photo instantanée du mouvement de libération, de ses activités, de ses questionnements, de ses réflexions politiques mais aussi du mode d'action de celui. Il s'agit d'abord de déconstruire les modèles existants. Le Torchon Brûle est un journal sans rubrique, où les sujets et les genres différents se mêlent sur une même page, où les illustrations côtoient les textes, où les articles manuscrits accompagnent les articles tapés à la machine. Il met en avant les modes d'expression propres au mouvement des femmes. L'humour est privilégié notamment, cela se perçoit dans le titre même du journal et dans l'appellation de menstruel, qui tous deux jouent sur l'image traditionnelle des femmes pour la détourner et la critiquer. D'autre part, l'écriture témoignage est centrale, les textes écrits à la première personne sont nombreux, très personnels, ils reproduisent la pratique du discours que l'on trouve dans les réunions. Enfin les poèmes, les dessins, les caricatures, les photomontages, par leur nombre important, montrent à quel point la créativité est valorisée, en tant que telle, mais aussi en tant que moyen d'expression politique. Mais au-delà de cela, le Torchon Brûle est aussi, par son existence même, le témoignage d'un travail collectif qui a réussi. On trouve dans plusieurs numéros la description du processus de production, qui révèle les difficultés et la richesse d'une entreprise mutualisée. Une équipe de base s'occupe de la mise en page, puis le rédactionnel est pris en charge par une autre équipe qui change à chaque numéro, et enfin le choix des articles est discuté lors de réunions plus vastes. Il n'y a donc pas de structure stable, tout est basé sur le désir de participer. L'important est d'exprimer les différentes pensées qui existent dans le mouvement, d'être représentatif de celui-ci. Il est excessivement important à notre avis que les groupes continuent à changer à chaque numéro. La part de création et de pouvoir que prend inévitablement l'équipe technico-artistique, qui s'occupe d'un numéro étant telle qu'elle implique une homogénéité affective politique de l'équipe. Ce qui veut dire que les différentes tendances du mouvement doivent s'exprimer dans la composition des numéros. Cette collectivisation du travail est sans cesse affirmée, notamment lorsque deux femmes, la directrice de la publication et une femme ayant fait un chèque afin de participer au financement du numéro, sont inculpées pour outrage aux bonnes mœurs à la suite de la publication de photographies de sexe féminin dans le second numéro. Une réponse se trouve dans le 4e numéro. Elles sont inculpées personnellement, nominalement, individuellement alors que le torchon est fait collectivement sans responsable ni spécialiste et que rien n'y est signé. Il s'agit de dépasser les clivages traditionnels entre acteurs et rapporteurs, entre action et récit de l'action, ainsi aussi entre Paris et province. Les appels aux groupes provinciaux pour qu'ils fassent parvenir leurs textes sont nombreux. Le Torchon Brûle numéro 4 est ainsi réalisé en partie par des groupes de Toulouse, et le 6e numéro est entièrement réalisé par des groupes de Rouen. La diversité est facteur de richesse. L'absence de formalité permet une plus grande ouverture sur le mouvement, mais le fait que ce soit l'œuvre de non-professionnels ne doit pas limiter la diffusion, c'est pourquoi elles ont recours à une distribution large, dans toute la France, avec les NMPP. Cela signifie que l'on trouve le Torchon Brûle dans les kiosques. Il faut alors trouver des financements,
Produire un journal coûte cher, chaque numéro mobilise environ 1 200 000 francs. C'est un système de caisse commune qui est mis en place. L'argent, nous le trouvons par des quêtes entre nous, en allant faire plus ou moins la manche auprès des personnalités, en accordant sans enthousiasme des interviews à des journaux pourris. Une interview prévue pour Ambre pour 500 000 F, nous trouverons sans doute le fric pour ce numéro. Pour le prochain numéro, nous avons ouvert un compte en banque. Ceux et celles qui ont un peu beaucoup de blé peuvent déjà nous envoyer ce qu'ils veulent. Le travail collectif, l'ouverture au plus grand nombre et l'absence de ligne directrice est donc la force de cette expérience, mais elle n'est pas sans limite. Malgré toutes les précautions prises pour refléter au mieux les luttes des femmes, les tensions qui existent à l'intérieur du mouvement rejaillissent sur la production du journal. Certaines ne se reconnaissent pas dans le journal, il est accusé de ne représenter que la marge, et particulièrement les homosexuels. Nous n'avons jamais pu vendre le torchon en milieu ouvrier et paysan. Volonté délibérée de ne toucher que certaines femmes? Limitation du mouvement au profit de quelle tendance? Émergence d'une norme de la femme libérée, devenant en tant que modèle aussi répressif que le modèle traditionnel. Cette critique reflète les difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit de produire quelque chose qui représente le MLF dans son ensemble. Comment y parvenir alors même que toute institutionnalisation est refusée? C'est un dilemme difficilement surmontable, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le torchon brûle n'a connu que 6 numéros en tout et pour tout, et qu'il s'est interrompu inopinément. Cette expérience novatrice de publication en commun fait pourtant office de référence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.